Au nom de l'équipe du Paris Radio Show et de la Lettre Pro de la radio, on voulait vous remettre symboliquement pour l'audace dont vous avez fait preuve durant les saisons précédentes et en particulier durant cette dernière saison. On voulait vous remettre un trophée un peu symbolique qui symbolise l'audace dans votre travail quotidien, que ce soit à France Inter, à N-Group en Belgique ou alors à Radio Nova. Et on va remettre le premier trophée à Frédéric Antelme. Voilà. Alors, tu le mettras... tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu as envie de dire. L'essentiel, c'est que... Bon, bah écoute, c'est loyal en tous les cas et c'est fait avec simplicité. Kim mérite lui aussi son trophée. Merci beaucoup. Pour Énergie et Nostalgie en Belgique. Merci pour ton audace, merci pour ta fidélité et pour ta loyauté. Il y a aussi Bertrand qui va recevoir le sien. Oui, mais je pense que tu avais... Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ah bah voilà, c'est celui-là alors. Merci beaucoup pour ce trophée. Et puis Guy qui repartira aussi avec un trophée parce qu'il le mérite aussi. L'Institut Médiamétrie fait preuve d'audace. Donc voilà pour la mise en bouche. Alors juste une petite photo et puis on va entrer de plein pied dans le sujet. Waouh, vous êtes des stars hein, pratiquement. On va faire une discussion à bâton rompu. Hein. Frédéric, est-ce que tu es un homme audacieux dans la vie? Pas à la radio, mais ça se voit, j'ai l'impression. D'accord. Non, oui, j'aime bien, moi, en tout cas, faire des choses qui ne ressemblent pas à ce qui se fait partout. Donc, Ok. Oui, globalement, oui. Un homme audacieux. Bertrand, est-ce que tu es audacieux Je ne sais pas si c'est le premier qualificatif auquel j'aurais pensé, mais en tout cas, professionnellement et radiophoniquement, depuis longtemps, je pense que l'audace paye, ouais. Ok. Kim, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu es aussi un homme d'audace? Oui, j'aime pas faire du surplace, donc remettre en question les choses qui sont acceptées fait partie de mon caractère, en effet. Et Guy de Troussel, chez Médiamétrie, on fait preuve d'audace toi-même dans la vie de tous les jours. Tu es courageux, téméraire. Je suis relativement raisonnable, Ouais. mais un peu audacieux chez Médiamétrie, je crois. Ouais. Ouais. Alors, Plutôt pour bouger les lignes. Ouais. Ah, c'est intéressant. Il y a différentes sortes d'audace, hein, on est d'accord. Hein. Par exemple, chez Radio Nova, on fait preuve d'audace impertinente. La liberté d'esprit, c'est aussi une forme d'audace. Oui, je pense que même ça fait partie de l'histoire de Nova, en fait. On est non conformiste, peut-être. Oui, et ça a pris plusieurs formes différentes au travers des années. Mais quand on travaille chez Nova ou quand on prend une radio comme ça, on ne peut pas ignorer le passé. Il faut respecter ce qui a créé la légende de cette radio. Et en l'occurrence, l'audace de l'époque de la création de Nova était plutôt liée à la contre-culture, à l'underground, à proposer des choses que personne n'écoutait, à être presque en rejet du monde mainstream et commercial. Donc originaux. Oui, oui, mais peut-être aussi un peu marginaux, c'est-à-dire regarder les choses de très loin. Et là, aujourd'hui, l'audace qu'on essaye de proposer, c'est une audace qui est dans le monde d'aujourd'hui, donc de regarder le monde d'aujourd'hui en étant plus connecté, mais en étant effectivement impertinent, critique, drôle surtout. En tout cas, on essaye d'être drôle, je crois. Ouais. Juste une question, c'est juste une parenthèse, mais même si elle est un peu hors sujet, mais ça me semble être une question importante. Tu vis comment la hausse d'audience spectaculaire? On va employer ce qualificatif. Je travaille très peu maintenant. Je kiffe. Ouais. Non, mais comment on vit ce succès? Parce que c'est un succès soudain on devient et imbuvable. spectaculaire à la fois. Non, je le vis avec plaisir. On le vit avec... effectivement, je ne peux pas dire qu'on avait prévu que ce soit comme ça, puisque on va même, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Nova ne devait pas faire d'audience. Nova était une radio de contre-culture qui initialement, en tout cas, était là pour défendre des valeurs, mais en s'affranchissant du succès. Donc aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, c'est que je pense qu'on défend toujours des valeurs, on défend toujours une chose différente, mais avec de l'audience. Et ça, c'est nouveau. On le vit très bien, hein, parce que les gens travaillent comme des fous. Tout le monde
on va dire, très engagé à l'idée de faire continuer à grandir et renaître cette marque. Donc on le vit très bien, mais avec en tout cas humilité, parce que déjà on va à contre-courant de ce qu'on dit sur la radio aujourd'hui. On ne peut pas dire que le marché de la radio soit le média considéré comme le truc le plus hot du moment. C'est vrai. Donc on sait que c'est hyper fragile. En revanche, on est extrêmement content de réussir à prouver que en proposant des choses différentes, manifestement, on peut retrouver un public. Et on peut trouver un public sur un média, on va dire, à connotation vieillissante. Ouais. Kim Benz, l'intrépide, si j'ose dire, quelles sont les actions les plus audacieuses que tu as menées en Belgique pour N-Group? Alors, je rappelle juste une petite parenthèse, mais vous avez en face de vous celui qui développe la première radio sur le marché francophone en Belgique, Nostalgie. Il faut juste appuyer peut-être voilà. C'est bon, on s'entend. Je pense qu'il est important aussi de préciser que l'audace est liée à la culture, et c'est vrai que même si on parle la même langue, la France, la Belgique, on est proche, le Belge n'est pas français, et la Belgique n'est pas une prolongation de la France. Qu'est-ce qui le différencie, le Belge est davantage ouvert sur la culture anglo-saxonne, et le Belge écoute des radios néerlandophones, anglaises, hollandaises, on a un bilinguisme aussi. Culture, hein. Exactement, moi je suis néerlandophone à la base, c'est ma langue maternelle, donc j'écoute des radios hollandaises, des radios anglaises, où il y a une énorme créativité et énormément d'audace, beaucoup plus. Et donc, qu'est-ce qui explique d'ailleurs ce degré d'audace très différent entre, par exemple, le marché autour d'Anvers et le marché autour de Paris? Je pense que pour travailler évidemment pour un actionnaire français, l'audace est souvent perçue comme étant audace égale risque. Donc audace, attention si on fait ça. Et je pense qu'en radio, on prend très peu de risques. On est sur une étude déclarative en Belgique avec 3 carnets d'écoute par an. Les résultats sont lissés sur 4 mois. Honnêtement, on l'a fait sur Énergie l'année dernière. On a passé pendant 24 heures Mariah Carey, All I Want for Christmas. Ça n'a rien changé. 24 heures. À la suite, ça n'a rien changé. On a fait notre meilleur intermédiaire parce que ça a suscité de l'intérêt. Les gens sont venus nous écouter en disant tiens, Énergie ose faire ça. Mais tu pourrais le passer 365 jours par an, ton audience là pas. Mais donc effectivement, je pense que l'audace paye aujourd'hui en radio, et le succès de Nostalgie, c'est d'avoir repris les best practices d'un actionnaire français et d'y adjoindre notre audace. C'est-à-dire que sur Nostalgie, on avait un vrai problème. Les gens écoutaient Nostalgie, mais n'osaient pas le déclarer. Et dans une étude déclarative, c'est plutôt ennuyeux. C'est-à-dire qu'on voyait que les auditeurs écoutaient Nostalgie, mais ils fermaient les fenêtres de leur voiture, et l'objectif a été de faire de Nostalgie une radio assumée. C'est un plan qu'on a démarré en 2013. C'est de l'audace à l'antenne, mais aussi également beaucoup d'audace au niveau marketing. Pourquoi c'était un peu vieillot la marque? Ça sonne vieillot? On avait des visuels marketing qui mélancoliques. Oui, voilà, Nostalgie, dans le dictionnaire c'est mélancolie, et c'est vrai qu'on avait des visuels noirs et blancs avec des artistes des années 70 qui venaient juste confirmer ce que les stéréotypes. C'est pas sexy, et donc ça. on a complètement changé ça, et à l'antenne on a changé pas mal de choses aussi. Je pense qu'on a le catalogue le moins répétitif des formats de Nostalgie. Nous, il n'y a pas de répétition au-delà de 15 jours, donc si vous entendez un titre, vous ne l'entendez plus pendant 15 jours. C'est, je pense, surréaliste quand je raconte ça à mes actionnaires français, et on a la durée d'écoute numéro 1 en Belgique, et le reach numéro 1. Donc la première action liée à l'audace, c'était dépoussiérer le nom déjà. Clairement, pas pour être déclaré dans le CIM, et le CIM qui est la médiamétrie belge, et être déclaré à la hauteur de nos résultats réels. Bertrand, à France Inter, il existe des marges de manœuvre, est-ce qu'il existe des marges d'audace? Je crois que... Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a une ligne rouge, une ligne jaune, une ligne blanche à pas dépasser, à pas franchir? Alors je vais faire attention à ce que je dis, je voudrais pas me retrouver à nouveau en commission à l'Assemblée nationale. Là, t'as remarqué, c'est un peu plus familial. Non, mais bien sûr qu'on essaie de pousser les curseurs le plus loin possible. Tu m'as gentiment demandé de venir récupérer ce trophée, pas juste pour France Inter, mais pour le projet Mon Petit France Inter, qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Mon Petit France Inter, c'est une histoire de transmission pour transmettre le goût de l'audio à la nouvelle génération. On est là... 5 mâles blancs de 50 ans ou plus qui avons tous grandi avec une certaine culture de la radio. Pour notre génération, la radio, c'était une évidence quand on était gamin nous-mêmes. Et cette audace,
qu'on retrouvait sur Nova, ça fait partie de l'histoire dont tu as parlé, et que moi j'ai connu quand j'étais gamin sur WeFM où j'ai commencé. Je vois mon camarade Latex qui est en face, avec qui on a fait nos premières heures. L'audace, c'était partie intégrante de ces radios-là. On vivait avec ces radios-là, même une marque de fabrique, avec des figures très très fortes, des identités très très fortes, et l'idée de pousser le bouchon toujours plus loin, on n'avait même pas à se poser la question. C'était le point de départ de nos envies radiophoniques. Aujourd'hui, on a une génération pour qui ce réflexe est moins naturel et qui vont chercher ces figures-là ailleurs. Alors, j'oppose pas les uns et les autres, c'est très bien, c'est le monde dans lequel on vit et dans lequel ils grandissent aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec des offres beaucoup plus segmentées, beaucoup plus marketées, etc. Ce qu'on essaye de faire, et peut-être que c'est une façon de renouer avec cette audace, c'est de retransmettre à cette génération-là le goût de l'audio, voilà, il y a quelque chose de transmission, de l'ordre de la transmission dans ce projet. Ce que tu es en train de nous dire, Bertrand, c'est qu'avant d'être audacieux, il faut d'abord être un créatif, c'est ça? C'est un peu ça. Eh ben, c'est gentil de l'avoir très bien résumé. Je n'aurais su mieux le dire. Guy, chez Médiamétrie, d'abord, est-ce qu'il existe des indicateurs qui peuvent mesurer le degré d'audace ou de créativité au sein d'une radio? Est-ce qu'on s'aperçoit que les lignes bougent et on se dit, tiens, là, ils ont peut-être fait quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas d'indicateur d'audace ou de créativité que vous mesurez? Alors l'audace déjà chez Médiamétrie, c'est d'être à cette table ronde avec des professionnels comme ça et de pas sortir des chiffres et de laisser mes notes de côté parce que c'est pas forcément la culture maison. Parce que nous, être audacieux, c'est particulier. On a un rôle de tiers de confiance important, incontournable même. Alors c'est pas facile à tenir comme position. Et être audacieux, c'est être force de proposition, c'est essayer d'engager tout le monde dans des évolutions, dans des transformations. Maintenant, on n'est pas seul décisionnaire, finalement. On travaille au service d'un collectif. Ça fait très... on n'est pas bénévole, je le dis tout de suite. Mais quelque part, voilà, il faut avoir en tête qu'on travaille pour un marché, pour un média, alors pour la radio, peut-être demain pour l'audio. Alors pour te répondre, non, on n'a pas d'indicateur d'audience. C'est pas mesurable. D'audience audacieuse ou j'en sais rien. Par contre, il y a des choses qu'on constate. Enfin, moi, je vais pas donner des leçons sur ce qui marche pas. Non, ça vaudrait très cher, ça. À titre perso, j'ai des idées. Par contre, on constate des choses. Par exemple. Alors, si je veux faire un peu un plan de 3 parties, les radios engagées, je prends le terme à dessein. Éditorialement. Avec une ligne éditoriale affirmée. Quand on regarde les résultats sur les dernières années, on voit qu'il y a des choses qui se passent quand même. Je ne vais pas citer de nom exprès. Tout le monde a compris. Mais vous avez tous compris, suivez mon regard. Ça fonctionne. Voilà. Par contre, c'est un parti pris. Il faut l'assumer. Voilà. Donc marquer son territoire dans les programmes, les personnalités. C'est un peu évident quand je dis ça, mais c'est la réalité. Faut s'ancrer dans. Ça marche aussi dans une autre façon de s'ancrer dans une marque ou un territoire, c'est l'ultra local. Alors je sais pas si c'est de l'audace, mais assumer l'ultra proximité, ça marche. Ça fonctionne. Quand je dis ça, vous allez tous trouver des contre-exemples. Je peux en sortir aussi, mais globalement ça fonctionne, c'est la réalité. Et puis ce que je vois aussi, c'est que les univers musicaux affirmés, les stations, alors je vais les appeler thématiques, peu importe, mais qui ont vraiment une identité musicale forte, elles ont quand même globalement des résultats. Un socle fidèle. Voilà. En fait, l'audace aujourd'hui, c'est d'être fidèle à ce qu'on est. C'est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça. Non, mais ça veut dire qu'il faut éviter le filet d'eau tiède, quoi. C'est un peu ça. Surtout, oui. Puis merci pour les auditeurs, d'éviter ça. Je pense. Oui, mais on a 3 exemples là. C'est vrai que c'est facile de tenir. C'est facile de tenir ce discours avec mes 3 confrères à côté, mais oui, c'est évident, c'est une bonne illustration. Et alors, sans pour autant rentrer dans les détails, Guy, mais récemment, tu as observé une corrélation entre le renouvellement éditorial et les audiences consécutives à des renouvellements éditoriaux profonds? Il y a des... Alors, c'est jamais un bouleversement du jour au lendemain. J'ai pas beaucoup d'exemples en tête de radios qui auraient changé complètement leur format, leur univers. Mais celles qui enfoncent le clou, généralement, elles s'en sortent mieux. Oui. Il faut combien de temps pour mesurer on va rester dans l'audace, le thème. Tu regardes Nova, ça a été c'est rapide, un an, chez une Nova. Saison. Mais ça, c'est rapide. J'arrête pas de dire à Frédéric, à ses équipes, vous allez plus vite que je n'imaginais. Et ça ne s'était jamais produit dans l'histoire de la vieille de feu 126 000. Je crois qu'il y a une époque, WeFM, il y a 25 ou 30 ans.
Un peu moins que ça, Ou peut-être 20 ans, pardon, excuse-moi. On 20 ans avait, peut-être, mais on avait grimpé jusqu'à très vite. 5.2 en région parisienne, Ouais, c'est ça. en partant Mais, de niveau d'audience qui était... Voilà, enfin, Là, ce qu'a fait Frédéric, c'est, on va dire... c'est dans le top 3 des trucs les plus spectaculaires. Ah, ouais. ouais. Merci. Enfin, je donne pas des points, mais c'est Non, tu mais sais. si, c'est bien, continue. Alors, qu'est-ce qui a permis justement d'enregistrer une courbe plus qu'ascendante Est-ce que c'est l'arrivée de Guillaume Meurice qui fait office de locomotive? Alors bon, oui, évidemment. Alors oui. Bon. Une fois qu'on a dit ça, je pense que quand même, c'est une stratégie globale qu'on a dessinée, c'est-à-dire on avait repositionné la radio à la fois sur le son, sur la manière de faire, sur la musique. La manière dont on allait faire un mix musical plus inclusif que celui d'avant. On avait déjà commencé à faire des évolutions. On avait fait beaucoup évoluer aussi le marketing, les visuels, les réseaux sociaux. Donc on a mis un mix en place, marketing et antenne, qui était, je pense, clair et une ligne compréhensible. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, l'arrivée de Guillaume et de la bande de la dernière a fait dynamiter, on va dire, a propulsé la radio. C'est une pompe aspirante. Voilà, donc effectivement, on n'avait plus entendu parler de Nova depuis des années, donc tout à coup, tout le monde a entendu parler de Nova, avec une proposition, pour rejoindre ce que dit Guy, très anglais, une proposition qui n'existait quasi plus. Alors, elle existait effectivement sur Inter, mais on va dire que c'était pas tout à fait la même chose. Elle a été remodelée, elle a été repensée, et elle a emmener toute la radio qui était cohérente avec la marque qu'on proposait, etc. Et derrière, je pense que, vous savez, globalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire on utilise les mêmes artifices que toutes les radios, sauf qu'on essaye de faire tout de manière différente. Donc les jingles, on se prend pas au sérieux. Les campagnes d'affichage, on met des artistes comme tout le monde. En revanche, les punchlines qu'on utilise, c'est pas les mêmes. Donc en fait, on essaye de casser les codes attendus de la radio. Je pense que c'est ça que les gens aiment bien. Et puis en plus, je finis juste là-dessus. On a fait infuser un esprit qui est évidemment celui que Guillaume et la bande a amené à plein d'autres endroits de l'antenne. On a reconstruit une matinale sur cette ligne directrice-là et on a un produit, je crois, j'espère, en tout cas cohérent et intelligible et différent de tout ce qui se fait. Vous aviez jusqu'à présent un très très vieux sélecteur, je crois que c'était un des tout premiers. Ça peut prêter à sourire, mais vous avez changé de braquet et vous êtes passé sous état, me semble-t-il. Oui. Ça aussi, c'est faire preuve d'audace quand on change le... Je crois que c'était l'autre version qui était audacieuse. D'être encore sur Selector en 2024, c'était sur très Master audacieux. Control, c'est le Master Control. Je vous avoue que la les première derniers. fois que je suis Je arrivé, sais bien. Dernier, je crois. la première fois que j'y suis arrivé, je pensais que c'était des objets d'exposition. Et Vous étiez les ça, derniers. c'était plus audacieux. J'ai vérifié, vous étiez les derniers en Donc France. oui, ça nous a valu des articles rigolos et à la fois un peu... Non mais je sais pas si c'est audacieux, mais je pense que ça c'est de la machinerie. Mais oui, non, on a updaté, en fait on a rebooté la radio. Ouais. Est-ce que c'était plus facile de le faire tout en sachant que être audacieux quand tu es arrivé durant cette période, on ne pouvait pas aller plus bas que là où tu étais quand tu es arrivé là-bas? Oui, alors effectivement c'est plus simple quand il y a peu d'auditeurs que quand il y en a 5 millions. Donc effectivement la prise de risque est puisqu'on revenait sur la notion de risque, le risque est faible. Faire ça sur des grosses radios avec beaucoup d'auditeurs, mais il n'empêche que l'inverse est pire, de ne rien faire et de continuer à surformater avec les mêmes animateurs depuis 30 ans. Je trouve ça plus dangereux que presque prendre des risques et faire des propositions différentes. Kim, une question pertinente, j'espère. Quand est-ce que, ou quels signaux frappent un cadre dirigeant et signaux qui lui disent « Voilà, maintenant il faut faire preuve d'audace. Il faut passer à l'action. » C'est quoi les signaux qu'on perçoit quand on dirige une radio et qu'on se dit là, il faut vraiment relever nos manches, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, allez, on y va, on répare et on voit ce que ça donne. Les mêmes signaux qui me motivent à faire de Énergie une radio qui fait plus d'audience. On était numéro 4 en 2012, on est passé numéro 2 en 2017, c'était un premier signal, il fallait qu'on devienne numéro 1, voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé à mettre un coup sur Nostalgie, si j'ose dire ?
Parce qu'on sentait le potentiel et on a un double actionnariat sur Nostalgie qui nous a permis de prendre plus de liberté et d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre par rapport à un produit comme Énergie qui est présent dans 16 pays. Et donc on avait cette liberté rédactionnelle, autre jingle, autre programmation. On a pu faire une vraie radio belge. Et une bonne matinale. Hein. Et une bonne matinale, effectivement. Oui. Et puis on a osé la contre-programmation. Donc l'info, par exemple, elle est diffusée à l'heure 57 chez nous. Parce qu'on veut démarrer chaque heure avec un titre fort, là où les autres radios passent de l'info. Chaque heure avec Maria Carré. Ouais, donc ça aussi, c'est de l'audace, c'est oser la contre-programmation et pas faire comme les autres. Ouais. Lancer Mon Petit France Inter, c'était audacieux, ça l'est toujours. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si l'audace est la première caractéristique de Mon Petit France Inter. Ouais. On essaye de... je dirais la stratégie. On essaye d'en faire une jolie radio, on essaye de faire un joli produit radiophonique. Ouais. Moi, je suis depuis 1 an et demi à la Maison de la Radio, donc j'ai encore un regard, à l'échelle de cette maison, je viens d'arriver, donc j'ai encore un regard un peu neuf qui me permet de... C'est un super avantage. Qui me permet d'avoir envie de changer les choses, de pousser certains sujets. Pas tant au niveau éditorial parce que c'est pas ma partie. Comme directeur des antennes et de la production, je suis plutôt en charge des process, de l'organisation, de la fluidification de la production et tout, où on a des choses qu'on peut faire évoluer aussi. Et en ça, le fait d'être nouveau peut être un avantage. On peut mesurer les formats innovants au détour d'une grille, sur Alors, planning. Ce qui est nouveau et pas toujours le plus innovant. Donc je ne sais pas sur quel c'est intéressant ça. Ce qui est nouveau n'est pas forcément le plus innovant. De même que ce qui est nouveau n'est pas forcément le plus moderne. Ça marche aussi dans l'autre sens. Parfois, des choses qu'on installe depuis plusieurs saisons sont les formats dans lesquels il y a le plus d'audace, pour reprendre le mot du jour. Et parfois même des formats qui sont très classiques, finalement sont audacieux. Je sors des exemples sur la jeunesse. On a un gros succès sur le podcast Face à l'Histoire depuis plusieurs saisons qui se compte en millions d'écoutes. Là, on vient de sortir une nouvelle saison de ce podcast de Philippe Collin. En fait, c'est très classique, cette forme. Le fait de faire des formats longs, chaque épisode fait 1 heure, etc. Mais finalement, dans ce moment où tout va très vite, où tout le monde consomme des formats ultra courts sur le réseau, etc., proposer des séries documentaires en 10 épisodes d'1 heure à chaque fois, c'est une forme d'audace. Et pourtant, on n'invente rien. Pourtant, c'est une forme de radio qu'on peut trouver très, très, très classique. Ouais, je vois la description, mais finalement, qu'est-ce qui fait alors l'audience et le style, la durée, le format, l'esthétisme, ou alors l'individu qui est derrière? C'est un tout où on peut dégager... C'est un peu tout ça. Tu finis par l'individu, ce qui me semble le point de départ, quel que soit le format. Mais à culpa alors. Maxime à culpa, parce qu'effectivement, j'aurais dû commencer par qu'on soit sur une musicale, sur Généraliste, qu'on soit en linéaire, qu'on soit en podcast, quel que soit le support, en fait, l'individu, l'identité est quand même le point de départ. C'est quoi un type audacieux? C'est un mec qui arrive avec des idées fraîches, catchy, facile à mettre en place, qui sait les vendre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une personnalité forte et qui est prête à la défendre. Que ce soit un engagement comme l'exemple que tu prenais, qui se traduise sur un territoire politique, ou que ce soit d'autres types d'engagements. C'est un passionné, en tout cas. C'est un passionné, en tout cas. C'est ça qui compte. Guy de Troussel, est-ce que la data peut prédire le succès d'un format audacieux aujourd'hui, parce que vous disposez de kilos, voire de tonnes de data, ça doit bien servir à quelque chose. Il va bien avoir dans cette... Vous devez bien servir à quelque chose, Médiamétrie, quand même. Je te remercie de rebondir sur le... Ce qui est audacieux dans ce que tu viens de dire, c'est de prédire. Ça, on ne se risquera pas. Oui, mais il y a une substance, donc on peut peut-être... Non, mais c'est vraiment important, ça. On ne se risquera jamais à la prédiction, parce que de toute façon, on n'est pas en mesure de le faire. Je veux bien qu'on développe tous les modèles d'IA qu'on veut, on part de données brutes existantes. Je retire le mot prédire. Non, mais je dis ça parce que souvent, on se dit... c'est comme ce que j'appelle le manque d'audace, pour le coup. C'est les gens qui me disent « Mon audience a baissé, pourtant, j'ai rien changé. » J'ai envie de te dire, tu m'as répondu. Alors, peut-on envisager mathématiquement, grâce aux data... Alors, le succès de l'audience dans une audience. Voilà. Par contre, enrichir les données dont on dispose et la capacité d'analyse grâce aux data, oui. C'est un peu le sens de tous les travaux de transformation, de mesure, d'évolution qu'on fait.
mixer les modes de recueil, mixer la source de données, enrichir l'analyse. Enfin, moi, quand je suis arrivé chez Médiamétrie il y a très longtemps, il y avait un flux FM et basta, quoi. Donc, c'était pas super compliqué de mesurer. Ouais. Aujourd'hui, quand on se penche sur la performance d'une station, on essaie d'aller loin dans quelle est la part consommée en digital, sur des nouveaux supports, enfin des nouveaux qui sont plus très nouveaux. Et alors, qu'est-ce que pèse le replay, qu'est-ce qui peut sortir de cette tambouille, alors, de ces macro-calculs Ce qui peut sortir, c'est marrant parce que c'est un peu tout le sujet de l'année 2026 pour nous, avec le marché de la radio et de l'audio peut-être en général. C'est jusqu'où on veut aller, sous quelles conditions dans la finesse d'analyse, quelles sont les priorités. C'est plus de chiffres ou des chiffres plus détaillés, quel niveau de finesse géographique, de cible, est-ce que le socio-démographique, est-ce que ça veut dire quelque chose aujourd'hui, les 13-24 ? Moi je trouve ça veut pas, perso je trouve ça veut rien dire. Entre des collégiens, des lycéens, il y en a des collégiens, des lycéens et des gens qui sont dans la vie active avec 2 enfants à 24 ans, il n'y a absolument rien de comparable. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion aussi sur la façon d'appréhender le marché, les repères qu'on peut avoir aussi, quels sont les indicateurs qui sont vraiment des signes de performance. Donc les opérateurs ont changé de fusil d'épaule. Ils s'attachent peut-être davantage à observer, à disséquer des audiences strictement numériques et ça, c'est un sujet. À avoir un œil sur le linéaire un peu plus lointain. C'est très séduisant de regarder effectivement les données digitales parce qu'elles ont un intérêt. Après, c'est une vision, c'est une partie de la performance. En gros, sur la conso, si je prends juste la radio en elle-même, le replay par exemple. La radio, le replay c'est quelques pourcents sur une journée, et les supports numériques c'est 25% en gros de la conso sur une journée. C'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal, mais il y a 75% qui restent encore sur du hertzien. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Puis les repères sont pas toujours les mêmes. Enfin, il y a 5 ans, on n'était pas à un quart par exemple. Non, mais on n'était pas non plus à 2%. Ça progresse. Mais en fait, derrière, je me méfie toujours de ces moyennes. Il y a des très grosses disparités. Il y a des gens pour qui ça va être plus près de 50% et d'autres ça va être 10%. Donc il y a plein de FIP par exemple, ils sont très numériques. Mais ça dépend vraiment. Mais faut juste faire attention de se dire que et puis on mesure pas toujours les mêmes temporalités. Il y a plein de données digitales qui sont hyper intéressantes. Mais c'est marrant parce que j'ai eu des discussions hier avec des éditeurs. C'est des chiffres sur le mois. Et puis le mec il me dit non mais regarde dans mon audience quotidienne, je dis non mais c'est pas tout à fait la même chose en fait, parce qu'il y a moins de fréquence, de régularité d'écoute, il y a plein de paramètres. Donc toutes ces données en fait elles viennent complexifier, enrichir, faut juste mettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est un peu notre job. Et ce serait fantastique si on avait par exemple en temps réel des audiences pour mesurer ce que dit un présentateur, un animateur, un journaliste. Ça serait. C'est pas la 4e dimension, ça c'est pas orwellien, non, ça existe déjà sur la télé, il y a de la donnée de voix de retour, mais tu comptes des box derrière, tu sais pas trop ce qu'il y a derrière la box. En radio par exemple, est-ce qu'on risque pas de flinguer un programme en une semaine en faisant ça ? Parce que ça arrive en télé. J'ai la chance de travailler sur la radio et sur la télé aussi. T'as des trucs on laisse pas le temps de s'installer. En radio, on peut laisser le temps de s'installer un programme. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Ce que je constate, c'est que c'est pas le même rythme, quoi. Et alors des données en temps réel pour dire le mec il dit un truc intéressant, on lui donne la parole. Moi j'imagine Frédéric Antelme dans son bureau en suivant une courbe en disant bon lui tu le vires, lui on va le garder une semaine. Il adorerait. T'as un problème de micro ? Kim, allez. Ouais, voilà, Kim, c'est bien. Merci, Kim. C'est ce que je fais. Alors, je fais ça avec. Non, pas la fin, je ne licencie pas les gens. Ouais. Mais ça t'interroge. Non, mais alors, Guy sera peut-être pas d'accord avec moi. C'est pas grave, ça nous donnera un sujet de discussion. On a quand même. C'est à utiliser avec attention, mais enfin, aujourd'hui, notamment sur une radio comme Nova, une écoute digitale qui est quand même conséquente. Et moi, je passe quand même ma journée à regarder les streams digitaux. Alors, je ne prends pas de décision basée là-dessus parce que, effectivement, c'est pas les mêmes modes d'usage. Mais enfin, quand on les regarde pendant 2 ans, on arrive à peu près à savoir quand un programme décolle ou un programme décolle pas. C'est-à-dire que j'ai vu des choses évoluer. Moi, le dimanche à 18h, je vois bien qu'il y a plus de gens qui écoutent que le dimanche à 11h. Il se passe un truc. Et là où on est d'accord, c'est qu'on le confirme dans nos chiffres. Donc finalement, oui, tout à fait. Donc moi aujourd'hui, dans les effets que je fais, alors on donne du temps. Hein, c'est pas comme la télé, on va pas juger sur un programme parce que c'est pas la même consommation. Tiens, le Prime, il a pas marché à 21h, on le refait pas. En revanche, quand on lance une nouvelle matinale
et qu'on voit que petit à petit on a plus 30% le matin, c'est que peut-être on fait quelque chose qui fonctionne. Donc je pense qu'aujourd'hui on est assez digitalisé pour pouvoir utiliser ça comme une boussole. Alors avec, je sais pas, peut-être sur Nostalgie c'est pas tout à fait pareil, mais je pense qu'en tout cas sur certaines radios c'est possible et c'est un indicateur en tout cas que je n'ignore pas. Pour freiner ou augmenter le degré d'audace dans une radio, il y a aussi l'actionnaire. Est-ce qu'il a son mot à dire? Est-ce qu'il a un choix définitif de vie ou de mort sur un programme? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors en tout cas, pas pour ma part, pas du tout. Est-ce que c'est de lui dont dépend le degré d'audace dans la grille? Alors je pense que quand on est dans une boîte où quelqu'un favorise ça, ou en tout cas est dans cet esprit. Ce qui est le cas chez vous, il a revendiqué à plusieurs reprises. Effectivement, donc je peux en parler. C'est pour ça que je pose la question. Bien sûr, lui, c'est le premier effectivement, c'est le principe même de ce qu'on a mis sur des affiches. Nous, c'est la liberté d'expression. Et effectivement, on est là pour secouer un petit peu l'ordre établi. Donc effectivement, j'ai pas peur de faire des choses, alors que si on était dans un contexte, on va dire, peut-être plus normé et traditionnel, je serais à repenser à 4 fois avant de faire des trucs en IA sans autorisation de la personne dont on a cloné la voix. Balancer du 4 mètres par 3 sur les façades de la maison de la radio il y a quelques mois, ça c'est de l'audace? C'est rigolo, moi ça m'a fait rire. Oui, j'imagine que c'est une forme d'audace, mais oui, c'est de l'intrépidité là. Oui, ça fait partie un petit peu de ce qu'on s'amuse un peu. J'ai pas la ref. Vas-y, explique. Pas obligé non plus. À un moment, on était passé tranquillement. Oui, ça n'était pas perçu. Non, on en reparlera après, Bertrand. Écoute, non, mais ça a l'air rigolo. C'est rigolo, tu vois. C'est rigolo, je te raconterai. Franchement, c'est drôle. Non, mais oui, ça c'est. Je suis désolé d'avoir soulevé un lièvre. Pas du tout. Mais ce qui est juste important, c'est de faire des trucs un peu. On s'emmerde. Enfin voilà, il y a un truc un peu. La radio, on s'emmerde un peu depuis des années. Donc autant. Enfin moi en tout cas, tu parlais de WFM tout à l'heure. Moi j'ai grandi, j'écoutais Cadet Olivier faire des doublages de séries à la radio. Ça m'a donné envie de travailler à la radio et dans les 20 dernières années, il se passe plus rien. Donc en fait, moi je me dis refaisons. C'est ce que avant même la dernière et tout, le principe même de Nova, c'était de dire on va refaire des trucs qui ont fait qu'à un moment donné, c'était quand même génial de bosser à la radio. Et si c'est pour faire du format avec les 4 à la suite toute la journée, franchement... 4 à la suite. Avec 1000 euros... 1000 euros cash. Oui, enfin en tout cas moi ça ne m'intéresse pas tellement. Et l'audace, elle n'est pas forcément dans les programmes, elle ne soigne pas forcément au micro, et parfois, souvent d'ailleurs, elle ne se voit pas. Et chez Kim, à Bruxelles, en Belgique, il fait preuve d'audace relativement discrète. Je sais de quoi je parle, j'ai été traîner mes guêtres là-bas, et il a recouvert le toit de la radio de panneaux solaires pour être autonome, pour faire tourner des studios en autonomie naturelle. C'est ça aussi, Kim, être audacieux? Ça fonctionne, oui. Et puis après, je te rate pas sur l'actionnaire aussi. Il y a deux, trois trucs à dire. Pas de souci. Il y a mon directeur IT qui est en première ligne et il ne va pas supporter que je markete les panneaux solaires, mais la réalité, c'est effectivement qu'on a un trajet RSE qu'on a démarré en 2012 parce qu'on a la conviction qu'en touchant près d'1 million de personnes tous les jours, on peut contribuer à un monde meilleur. Et donc, ça n'a rien de spirituel. Et donc, c'est une audace intelligente. On a installé 150 panneaux solaires et il est vrai qu'en été, quand il fait beau, les panneaux solaires génèrent suffisamment d'électricité que pour nourrir nos studios, mais ils ne sont pas connectés à nos studios. C'est là que je vois, n'est-ce pas du greenwashing, mais voilà, c'est vrai que ça contribue à diminuer nos émissions de CO2. L'actionnaire maintenant. Est-ce qu'il regarde attentivement quand tu lui dis on va faire preuve d'audace, donc on va appuyer un peu là où ça fait mal, etc. Oui, ça a donné lieu à plusieurs discussions. Après, le résultat est au rendez-vous. Friction, non, parfois, parfois friction. Et puis je comprends l'actionnaire quand il a sa marque dans plusieurs pays, il veut que ce soit pareil dans tous les pays. Et comme on parle la même langue, il y a cette confusion de la Belgique ça peut être considéré comme une province française supplémentaire, ce qui n'est pas le cas. Donc ça a donné lieu à des débats constructifs, ce qui nous a permis, comme je le disais, avoir plus de liberté sur Nostalgie. Et cette liberté, je commence à l'avoir sur Énergie. Alors évidemment, Énergie sera toujours Énergie, mais je pense qu'il faut belgiciser
et insuffler une audace locale, Belgicisée, belgiciser d'accord. Énergie à son tour. Donc non, avec Ouais. les actionnaires, ça se passe très bien. Le débat souvent avec l'actionnaire, c'est quel timing as-tu besoin pour prouver que ça fonctionne. Ouais. Et comme on est dans un slow média, ce timing, c'est facilement 18 mois, 24 mois qu'il faut. Ah oui, quand même. Ah oui, je ne vais pas dire dans 3 mois tu vas voir les résultats sur cette initiative-là. Il faut nous laisser le temps. Et c'est sur ce débat-là. Et il faut un lien de confiance très fort, Oui, tout à fait. plus que symbolique. Oui. 18-24 mois quand on est actionnaire, il faut en avoir dans la Absolument, poche, ou dans les absolument. poches plus Oui. exactement. Guy, tu nous donnes quelques chiffres s'il te plaît, parce qu'au début, en préambule, tu nous as dit non mais moi je donne pas de chiffres, j'aimerais bien que tu en donnes 2 ou 3 quoi. Ce serait sympa. pour Le illustrer. 4, le 7. Vous voulez les chiffres de la, Mais non, parce de la que- vague janvier-mars? Non, je sais pas. Comment Médiamétrie accompagne les radios dans dans leur progression vers ces audiences audacieuses alors. En fait, aujourd'hui, il y a évidemment les chiffres de mesure d'audience sur la radio en Ouais. elle-même. Et de plus en plus, on se projette aussi sur l'univers audio. Ouais. Aujourd'hui, on doit être sur un support audio, enfin sur une consommation audio, on doit être à 96% sur un mois, Ouais. 92 sur une semaine, je vais faire des gros chiffres là, Ouais. et 82 sur une journée. Ouais. C'est ce qui nous Ça, c'est intéresse. le monde de l'audio. Ouais. Après, la radio pèse beaucoup là-dedans. Alors, ce qui est marrant, c'est que de plus en plus, on réfléchit en digital. Ouais. D'ailleurs, l'audio digital, c'est la majorité, c'est 59% de la conso audio. Mhm. Après, on peut aussi raisonner en gratuit payant. Dans le modèle payant, la radio est largement majoritaire. Mhm. Dans le monde de l'audio global, en fait, je vais vous noyer de chiffres, mais Ouais. la radio live plus replay, c'est à peu près 54%. Ouais. En fait, il y a plein de. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein de. Tout ça, c'est pas pour noyer le poisson, c'est pour Ouais. dire qu'il y a plein de prismes et Ouais. de façons d'appréhender Là, ce sont la des bons radio- chiffres que tu donnes. la radio et l'audio. Ouais. Après, oui. Est-ce qu'il y a des mauvais chiffres, par exemple, dont il ne faudrait pas s'inspirer? Non, il y a des chiffres qui reflètent des tendances, des évolutions. Voilà, j'ai envie de dire, il y a des grosses différences en fait. Mhm. Aujourd'hui, il faut assumer le fait que quand on sort un chiffre, on donne une moyenne. Si je prends par exemple la consommation quotidienne de la radio, on est à peu près à 67%. Ouais. Je parlais tout à l'heure de l'ultra local. Dès qu'on est sur des, j'avais regardé avant parce que dès qu'on est sur des villes de moins de 100 000 habitants, on est 6 points au-dessus. Et en fait, plus vous êtes sur des zones petites, Plus la notion de proximité s'incarne dans Les l'audience. communes rurales, le média radio est beaucoup plus performant que dans le 18e ou dans le 20e. quoi. On l'explique de quelle façon? Il y a plein de paramètres. Il y a la mobilité, en fait. La Les voiture, déplacements domicile-travail alors. déplacement mobilité travail. En fait, d'ailleurs, pendant très longtemps, on opposait, pardon, je fais une digression, mais l'Île-de-France avec le reste, la province. Ça m'a toujours fait marrer. Ouais. En fait, ça veut rien dire, ça. Enfin, ce qui est Ça change quand même quand tu passes Saint-Arnaud en Yvelines. non, mais ce qui change, Oui, c'est- mais si tu es dans le 77, Quand t'es dans le 77, tu es dans le milieu. Ouais, quand tu es à Melun, c'est comme Saint-Étienne. Hein. J'adore dire ça, parce que ça n'a rien à voir, les deux Ouais. villes, mais on est dans la même logique de déplacement, etc. Non, aujourd'hui, les vraies différences, c'est les grandes métropoles, ou les métropoles où tu as de la mobilité douce. À chaque fois, je cherche le terme. Transport en commun, vélo, etc. Moi, je vis dans le 11e, c'est caricatural. Ouais. T'écoutes Radio Nova, donc. J'écoute tout. Non, t'écoutes surtout Nova, tu me l'as dit, Guy. Mais de plus en plus parce que ça contribue à tes streams. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment la notion de déplacement. Ouais. Puis il y a d'autres paramètres qui viennent influer derrière les chiffres. Hein. Ouais. C'est aujourd'hui la régularité d'écoute a changé. Ouais. Les habitudes de vie. Alors attention, hein, on est dans Paris, dans des métiers dans le tertiaire, etc. Ouais. C'est pas, quand t'es bûcheron en Savoie, comme mon voisin, c'est pas la même chose. Quoi. Ouais. Mais mais aujourd'hui, c'est vrai, tu as le télétravail, tu as des tas de choses qui font que la régularité d'écoute, la fréquence vrai. d'écoute n'est pas la même. Sauf à la campagne, hein, où on a gardé des... À la campagne, si tu prends ta des voiture réflexes pour aller bosser rustiques. le matin, tu as toujours ton audience forte le matin et tu as Ouais. quelque chose sur le drive Ouais. en fin de journée qu'on n'a plus forcément sur les Non, grandes mais il y a métropoles. quelque chose dont on s'aperçoit ici, nous en tant qu'organisateurs, c'est que les gens, quand tu fais un truc en ville, arrivent très très tard, 10h30, 11h, alors que tu fais quelque chose dans une sous-préf, les mecs à 8h15 pétantes, ils sont là, ils sont prêts, c'est quasi militaire. Je veux dire, c'est une autre... Ça dépend des secteurs d'activité, Ouais. franchement. Est-ce que l'audace peut ne pas fonctionner ou pire encore faire peur à l'auditeur? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Voilà. Est-ce que c'est possible que ça déstabilise l'auditeur parce qu'on est trop audacieux, parce qu'on va trop loin, même si chez vous, à France Inter, vous avez l'image que vous avez, ça peut peut-être parfois déstabiliser des comportements d'écoute.
Je vais enfoncer une porte ouverte. Parmi les fondamentaux qu'on apprend quand on démarre la radio, il y a l'idée que la radio est un média d'habitude. Donc on sait tous que changer les habitudes, c'est prendre une forme de risque d'une certaine manière. Ouais. On sait aussi que ne jamais les changer et laisser un programme s'essouffler, c'est un risque encore plus fort. Ouais. Donc de toute façon, on est condamné à changer si on veut survivre. Il faut juste bien négocier le virage, voir à quel moment on change et surtout pourquoi, pour proposer mieux à chaque fois. Juste ensuite, Frédéric rebondira sur tes propos, mais il y a une culture d'entreprise aussi. Par exemple, il y a des salariés dans certaines radios, ils ont la culture de l'audace. Vous recherchez des profils comme cela. Est-ce que, par exemple, à France Inter, sur certains créneaux, on a la culture de l'audace, de la créativité? Est-ce que c'est profondément ancré chez les individus qui produisent du programme? On a en tout cas la chance d'avoir des individus qui sont moins sensibles aux aléas des audiences de par notre nature de service public et qui du coup sont habitués depuis toujours à s'autoriser le pas de côté, à s'autoriser une certaine ambition, une certaine exigence éditoriale. Il y a une impertinence naturelle aussi. En ayant moins peur a priori de la sanction en termes d'audience. Ouais. Derrière, c'est pas pour ça qu'on fait n'importe quoi et c'est pas par hasard que la radio que j'ai l'honneur de représenter est Première Radio de France. Cette énergie-là, il faut la canaliser. Mais c'est vrai que c'est une force d'arriver avec une population qui a d'abord l'envie du contenu et d'abord cette culture-là avant d'avoir la crainte de la sanction, quoi. Oui, non, c'est un peu ce que tu disais, c'est que je pense que c'est une question de maîtrise et de production de gestion de l'idée. Donc que ce soit 100% audace, ça devient inécoutable aussi. Donc, et d'ailleurs, moi je connais plus les exemples de Nova, mais Nova a eu ce genre de choses-là où en fait, quand c'est trop, les gens décrochent parce que en fait, donc il faut quand même maîtriser, il faut que ce soit dans un cadre digeste et compréhensible. Pour ça, je reviens sur l'histoire de il faut que le projet ou le produit soit pensé et après, il faut y injecter par-dessus de l'audace, des idées, de la créativité pour que ça ne ressemble pas... Le trop est l'ennemi du mieux. Tout à fait. Montesquieu, me semble-t-il, il faut vérifier quand même. Guim, tu seras audacieux la prochaine saison, pour la prochaine saison, qui se prépare déjà ou pas? Évidemment, non, la prochaine saison ne se prépare pas, on est sur l'été, parce que l'été on est, y a personne on qui est écoute sondé l'été. aussi, donc nous on fait d'excellents scores en été. Et Guy, il se marre, mais il y a moins de monde qui écoute les... Ah si, non mais Maria Carré en plein mois de juillet, ça va cartonner. Non, évidemment qu'on sera audacieux, on se réinvente à chaque grille, même quand ça fonctionne, on se réinvente. Je pense qu'on a un vrai challenge en radio, c'est donner envie à nos auditeurs de revenir chaque jour. Notre part de marché en France, c'est la PDA, si je ne me trompe pas. Elle est constituée à partir de l'audience quotidienne et on sent que l'audience semaine se porte bien. L'audience quotidienne, ça reste un challenge, donc il faut surprendre. Et je voudrais aussi qu'on arrête de parler d'accident d'antenne, c'est un terme qui m'énerve. Ah bon ? Quand on exalte l'antenne pour donner envie aux gens de revenir, n'utilisons pas un mot qui est synonyme de douleur comme un accident. J'ai jamais compris ça. C'est pas un accident d'antenne, on exalte l'antenne pour donner envie aux auditeurs de revenir. Okay. Donc arrêtons avec cet accident d'antenne, ne plus l'entendre. Guy, pourquoi en France, une question, pourquoi en France le critère de l'audience cumulée est mis en avant plus souvent que celui de la PDA, alors qu'on sait que la part d'audience c'est quand même le critère qui fait le chiffre d'affaires sur le marché national, sur le marché publicitaire national, c'est la part d'audience. Mais oui, mais donc voilà, il y a les deux critères qui tous les articles de presse mettent en avant la cumulée plutôt que la part d'audience. C'est juste facile à lire et que c'est un nombre d'individus derrière, tu vois. Mais sur le marché national, ce qui donne le là, ça reste la part d'audience, quoi. C'est quand même dans le média planning, c'est la notion de part d'audience, de quart d'heure moyen. Enfin, voilà. Voilà. Après, ça, c'est des choses. Soyons audacieux. Je fais pas d'annonce, mais c'est des choses qui sont évidemment en réflexion. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'ici on en parle pas mal depuis hier. C'est pas figé la mesure d'audience. Les indicateurs, la granularité, la temporalité, tout ça c'est des choses à réfléchir avec le marché. C'est toujours pareil, nous notre position, je dis souvent Médiamétrie propose, le marché dispose. Ça vaut ce que ça vaut, mais dans les faits ça se traduit un peu comme ça. Donc ça peut être challengé. Et ça le sera sans doute à l'avenir. Bertrand, vous serez audacieux dans les prochaines semaines, la prochaine saison? Je suis audacieux chaque jour. C'est bien. Merci d'être venu, Bertrand, c'était vachement sympa.
C'était la première fois que vous et je dis pour mon camarade Kim, que je t'invite à écouter mon petit France Inter. Avec un peu de chance, tu peux tomber sur un magnifique épisode d'Olma, notre série scientifique de Mathieu Vidard, dans lequel, pour Noël, il chante All I Want for Christmas is You. Et je te garantis qu'entendre Mathieu Vidard chantonner cet air, c'est un plaisir qu'il ne faut pas réserver aux enfants. Je n'en doute pas. bon, vous avez été merveilleux tous les quatre. Pour pas tout à fait C'est toi. clôturer. Non, Ah, si, t'as été dingue. Je sais pas quoi répondre à ça, rien peut-être. Merci. Vous restez avec nous. Ah bon? Vous connaissez Franck Lanoux? Oui. Ok. Ah, ça n'a pas l'air de vous inspirer, merde. Non? Oui? Ah bah j'ai rien Ah bah, dit alors. je retire, c'est un hein, homme non, d'audace, Ah, indubitablement. voilà, une parole intelligente. Il va venir pour clôturer à sa façon. Donc ça risque d'être un peu punchy, cette édition du Paris Radio Show. Merci beaucoup les gars d'être venus jusqu'à nous. Quelques applaudissements pour ces quatre messieurs.